J'appelle l'orateur suivant, c'est Monsieur Alexandre Roux. Analyse et prévention des risques chirurgicaux liés à la dépose d'une chimiothérapie in situ lors de la chirurgie des glioblastomes supratentoriels. Bonjour à tous, chers membres de l'Académie nationale de chirurgie, chers maîtres, chers confrères. Donc, merci d'avoir retenu mon travail de thèse d'exercice de médecine qui s'intitule Analyse et prévention des risques chirurgicaux liés à la dépose d'une chimiothérapie in situ lors de la chirurgie des glioblastomes supratentoriels pour le prix de la prévention des risques en chirurgie. Je commence tout d'abord par énoncer mon conflit d'intérêt, bien évidemment. Le glioblastome reste la tumeur cérébrale primitive la plus fréquente et la plus maligne, la plus agressive, un gliobe de grade 4, OMS de 2016. Le neurochirurgien est un acteur central et systématique puisque présent aux différentes étapes de l'histoire naturelle de la maladie. Le traitement neurochirurgical qui consiste en une exérèse a un objectif qui est triple. Tout d'abord symptomatique puisqu'il permet de contrôler la pression intracrânienne, contrôler l'épilepsie tumorale associée à ces tumeurs, mais également de préserver la fonction neurologique. Bien évidemment diagnostic, puisque les prélèvements sont envoyés en neuropathologie pour une analyse anatomopathologique et histomoléculaire, et enfin oncologique, puisqu'il existe une véritable corrélation entre étendue d'exérèse neurochirurgicale et bénéfice sur la survie. Une option thérapeutique est possible depuis plusieurs années, la chimiothérapie in situ, consistant des implants de carnustine qui sont déposés directement dans le site opératoire. Cependant, on constate en France essentiellement une disparité d'utilisation de cette chimiothérapie in situ entre les centres, avec un bénéfice qui est pour certains chirurgiens considéré comme trop modéré, avec une augmentation significative de la morbidité. Conséquence à cette constatation, c'est qu'une étude multicentrique rétrospective nationale, française, étude CAST-1, a été réalisée et publiée en neuro-oncologie en 2015, a évalué donc de façon rétrospective les différents centres implanteurs de carnustine et a comparé et a pu déterminer en conclusion un bénéfice réel significatif sur la survie des patients avec, il est vrai, une augmentation significative du risque d'infection du site opératoire. Par ailleurs, un standard de traitement oncologique adjuvant au traitement neurochirurgical est actuellement le protocole de Stupp qui consiste en une radiochimiothérapie concomitante post-opératoire suivie de cure de témosolomide adjuvant. Concernant l'implantation de carnustine, vous avez ici illustré cette pratique neurochirurgicale. Donc vous avez un glioblastome parectooccipital droit qui vous est présenté à gauche de l'image, une exérèse donc complète, macroscopiquement complète de la prise de contraste visible en opératoire, l'implantation de ces pastilles de chimiothérapie qui sont faites directement en contact du parenchyme cérébral malade et une stabilisation de ces implants par du tissu hémostatique résorbable et une apposition de colle biologique pour maintenir la structure en l'état. L'objectif principal donc, de ce travail a été tout d'abord de répondre à deux questions. Quel profil de tolérance véritable de ces agents de carnustine et quelle est la qualité de l'impact sur la qualité de vie des patients? Tout d'abord à partir de l'expérience du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Et deuxième travail qui a été réalisé à la demande et sous l'égide de la Société française de neurochirurgie, qui a nommé des experts en neuro-oncologie chirurgicale qui vont encadrer pour la réalisation de ce travail, qui avait comme objectif d'établir des recommandations nationales puisqu'il existe, encore une fois, une disparité d'utilisation de ces agents de carnustine. Donc le premier article a été publié dans le Journal of Neuro-Oncology en 2017 et relate donc l'expérience du centre hospitalier Sainte-Anne à partir d'une étude de cohorte monocentrique consécutive, incluant 340 patients adultes porteurs d'un glioblastome supratentoriel à l'initiale, prise en charge dans le service entre 2005 et 2015. L'ensemble des patients ont bénéficié d'une exérèse neurochirurgicale. De facto, les patients qui ont bénéficié d'une biopsie, qu'elle soit chirurgicale ou stéréotaxique, ont dû être exclus, bien évidemment. Un groupe standard qui n'ont pas bénéficié d'implantation de carnustine et un groupe expérimental avec l'implantation de carnustine. 123 patients donc. Concernant la morbidité périopératoire, nos résultats étaient les suivants: 16,2% de morbidité post-opératoire, sans différence cependant statistiquement significative entre le groupe implantation de carnustine et le groupe non-implantation de carnustine. En particulier pour les hématomes nécessitant une reprise chirurgicale, un déficit neurologique post-opératoire, la présence de crise d'épilepsie en post-opératoire et d'infection du site opératoire. En analyse multivariée, l'implantation de carnustine n'augmentait pas le taux de complications post-opératoires, y compris celles de nature infectieuse dans notre expérience, ce qui diffère des résultats de l'étude CAST-1 dont j'ai parlé préalablement, ce qui suggère potentiellement un effet centre en France. L'implantation de carnustine n'interférait pas avec le traitement oncologique adjuvant, que ce soit lors du bon déroulement de la radiochimiothérapie concomitante, le nombre de cures de témosolomide adjuvant dans le cas du protocole de Stupp, mais également de la morbidité survenant lors de la réalisation de ce protocole. Ceci suggérant ainsi une sécurité d'utilisation de ce traitement donc combiné, chimiothérapie in situ, puis radiochimiothérapie selon le protocole de Stupp, et une compatibilité, donc, voire une potentielle synergie, on en reparlera plus tard.
Les implantations de carmustine n'altéraient pas également l'indépendance fonctionnelle post-opératoire de nos patients et ainsi préservaient la qualité de vie, sans l'améliorer mais sans l'aggraver bien évidemment. Nos conclusions étaient les suivantes. Ce traitement apporte un bénéfice réel puisqu'il y avait un bénéfice statistiquement significatif sur la survie globale et sans progression des patients, mais sans augmentation de morbidité. C'était là l'objectif principal de cette étude. Ceci suggérant donc une maîtrise de cette implantation et donc suggère une expérience des résultats. Donc, pour expliquer cette disparité, cette hétérogénéité des résultats en termes de morbidité post-opératoire, une certaine expertise en selon les centres du chirurgien implanteurs. Ceci donc fait la suite logique de cette étude recommandée par la société, réalisée à la demande de la Société française de neurochirurgie, pour laquelle j'ai été encadré par des experts membres du club de neuro-oncologie, experts en neuro-oncologie chirurgicale de plusieurs villes françaises. Publié donc dans Neurochirurgie, qui est l'organe officiel de notre société savante. Il s'agit d'une revue de la littérature, dans laquelle nous avons extrait les articles traitant de l'implantation de carmustine avec une analyse en niveau de preuve et grade de recommandation, en utilisant les référentiels de la Haute Autorité de Santé française. Nous avons évalué le profil de tolérance des agents de carmustine en concernant la morbidité périopératoire, la compatibilité bien évidemment avec les traitements oncologiques adjuvants, le protocole de Stupp en l'occurrence, et l'indépendance fonctionnelle qualité de vie des patients. L'objectif principal de cette étude a été d'établir des recommandations nationales de bonnes pratiques pour les membres de la communauté neurochirurgicale française. Nos résultats, très succinctement, nous avons constaté les conclusions de ces experts en neuro-oncologie chirurgicale a été qu'il existe effectivement une disparité entre les centres en termes de morbidité. Ce sont les conclusions, en particulier pour deux complications post-opératoires, les fuites de liquide cérébrospinal et les complications de nature infectieuse qui sont parfois évidemment liées entre elles. Les conclusions des experts étaient qu'il existait, ces différences-là étaient expliquées par l'expérience de l'équipe en termes de la pratique de neuro-oncologie chirurgicale et dans l'implantation de ces agents de carmustine. Par ailleurs, il existe une compatibilité, ce sont les conclusions du rapport, une compatibilité et même une synergie avec le protocole de radiochimiothérapie concomitante. Par ailleurs, il existe actuellement un essai prospectif nord-américain, l'essai Vigilant, qui va évaluer ce traitement à l'aide du protocole Stupp et nous aurons les réponses en 2020, les premiers résultats en 2020. Par ailleurs, il s'agit d'un traitement qui préserve la qualité de vie sans l'améliorer mais sans l'altérer, de par une survie prolongée des patients, et donc un bénéfice significatif sur la survie, sans altération de l'indépendance fonctionnelle, c'est-à-dire l'autonomie des patients, et sans augmentation de la morbidité. Cependant, pour cela, il est nécessaire de respecter des règles de bonne pratique qui ont été rédigées donc par ces experts. Tout d'abord, nous avons mis le cadre des indications, car elle n'était pas claire, elle n'était jusque-là pas évaluée, en dehors des recommandations de la NICE guidance anglo-saxonne, on n'avait pas d'indication claire à l'implantation de carmustine. À l'initiale, les recommandations sont donc les suivantes. L'implantation de carmustine doit être réalisée dans les glioblastomes dont l'exérèse est subtotale ou totale, la prise de contraste avérée par une IRM post-opératoire précoce, réalisée dans les 48 heures après l'acte neurochirurgical. Pour les gliomes anaplasiques de moins haut grade de malignité, les gliomes de grade 3, pareil, même niveau d'exérèse, cependant à recommander uniquement dans les gliomes anaplasiques glioblastome-like, c'est-à-dire fortement nécrotiques avec une prise de contraste annulaire. Non recommandé pour les low-grade glioma-like, c'est-à-dire sans prise de contraste ou avec une prise de contraste punctiforme. À la récidive, pour les deux types histologiques, glioblastome et gliomanaplasique, selon les mêmes conditions d'exérèse, uniquement lorsque le statut de méthylation du promoteur de l'MGMT, prédicteur indépendant significatif d'une meilleure survie pour ces patients, publié en 2005 dans le New England, et à discuter au cas par cas, sinon il vaut mieux privilégier d'inclure les patients à la récidive dans les glioblastomes dans des essais cliniques randomisés plutôt qu'implanter la carmustine lorsque le statut de méthylation du promoteur de l'MGMT n'est pas retrouvé. Par ailleurs, ces experts ont établi des recommandations de bonnes pratiques, des recommandations nationales. Je citerai essentiellement, je vous les ai écrites ici, mais j'y citerai essentiellement celles qui permettent de réduire de façon significative les complications post-opératoires, la nécessité absolue d'obtenir une hémostase du site opératoire et éviter l'interposition hématique entre les agents de carmustine et le parenchyme cérébral, la nécessité absolue de stabiliser ces implants par la position de tissu hémostatique résorbable et l'application et la position de colle biologique, la nécessité absolue d'obtenir une étanchéité durale la plus optimale possible pour diminuer le risque de fuite de LCR et donc de complications infectieuses. Pour cela, il est indispensable de réaliser, lorsque cela est nécessaire, une plastique biologique et ou synthétique, avec là encore une apposition de colle biologique. Enfin, le protocole de corticothérapie périopératoire doit être systématique, adapté au poids du patient et à ses antécédents, doit être prolongé de façon plus importante que lors de la chirurgie d'exérèse sans implantation de carmustine et une décroissance plus lente. En conclusion, l'implantation de carmustine doit être, entre guillemets, confiée à des centres et ou des chirurgiens experts en neuro-oncologie chirurgicale. Reste à définir ce qu'est un chirurgien ou un centre expert en neuro-oncologie chirurgicale. Ce sont actuellement, justement, ceci fait débat au sein de la Société française de neurochirurgie. Je sais également que c'est le cas en pédiatrie, en l'occurrence, et ce sera bientôt le cas dans la population adulte. Ça va être
justement la discussion de la future réunion du club de neuro-oncologie. Nous avons pu rédiger des articles de recommandation nationale destinés à la communauté neurochirurgicale française, validés par la Société française de neurochirurgie. On constate que l'implantation de carmucine n'augmente pas de façon significative la morbidité post-opératoire lorsqu'elle est confiée à des mains ou des centres experts, qu'elle est compatible et synergique probablement avec la radiochimiothérapie concomitante, qui est le traitement de référence actuel, qu'elle préserve la qualité de vie des patients. Je rappelle donc que à l'heure actuelle, ce traitement est donc recommandé par 2 sociétés savantes françaises, l'ADNOCEF, l'association des neuro-oncologues d'expression française, et maintenant donc la Société française de neurochirurgie. La suite de ce travail va être la réalisation d'une évaluation prospective nationale multicentrique, réalisée entre 2019 et 2020, que nous préparons actuellement, pour voir si ces recommandations sont respectées dans les centres, évaluer la morbidité, donc l'évolution de la morbidité, la comparer avec l'étude CAST-1 française, et évaluer la qualité de vie des patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Ouais, il y a un truc, il y a une partie que je comprends. Déjà, je sais pas si. Alors quel est le gain de survie? Parce que tout ce que tu as présenté, j'avais l'impression que c'était tout non significatif. Et tu dis qu'il y a un bénéfice pour le malade, mais dans ta présentation, je n'ai pas vu de gain de survie. Alors, tout à fait. Là, j'ai concentré la présentation donc, en prévention des risques de la chirurgie. Donc, effectivement, je n'ai pas parlé des bénéfices sur la survie, parce que c'était de présenter essentiellement sur la morbidité. Il y a un bénéfice. Alors, dans notre étude rétrospective, donc, qui relève l'expérience du centre hospitalier Sainte-Anne, on a un gain additionnel. Je parle à l'ère du Stutt, puisque nous l'avons évalué depuis 2005, 2015. On a un bénéfice additionnel de 2 mois de survie pour une pathologie dont la survie globale est de 14 mois en France actuellement. Ensuite, sur l'évaluation, la revue de la littérature, le deuxième travail, là, nos constatations sur la survie, nous l'avons également évalué, ça fait partie des critères de jugement secondaire, l'évaluation de la survie. Le gain additionnel sur 2,4 mois, mais là, on parle de revue de littérature internationale, et pas purement une expérience monocentrique. Deux autres choses, d'un point de vue purement scientifique, quand tu n'as pas de différence significative, mais que ça préserve la qualité de vie, je pense que c'est un peu difficile, parce que sans carmucine, c'est la même chose, donc ça ne préserve pas la qualité de vie, en fait, ça ne l'altère pas, mais il n'y a pas de... Exact. Mais tu mets partout ça... Enfin, tout à fait, c'est ce que je dis, c'est que ça n'améliore pas, je l'ai d'ailleurs mentionné, ça n'améliore pas la qualité des patients, c'est très clair, mais ça ne l'altère pas, puisque ça fait partie, si vous voulez, des arguments de certains chirurgiens qui ne veulent pas implanter ces agents de carmucine en disant ça augmente le taux de complications, donc de réhospitalisation, donc potentiellement de réintervention, donc de facto la qualité de vie des patients. Donc c'était de dire que non, ça peut effectivement, la littérature le montre, il y a certaines équipes, mais finalement 80% de la littérature, et même 86% pour avoir fait le calcul, la littérature ne montre pas d'augmentation de morbidité post-opératoire, mais il y a des centres qui en retrouvent effectivement, même l'étude française que j'ai présentée, nationale multicentrique, mais encore une fois, ce risque peut être réduit par des règles de bonne pratique, comme beaucoup de choses en chirurgie de toute façon, et voilà, sur la qualité de vie, on est effectivement sur une évaluation qui est d'une absence d'aggravation de la qualité de vie, mais effectivement on ne l'améliore pas. Et ça on l'a étudié, on n'améliore pas la qualité de vie du patient, mais on ne l'altère pas. Et un dernier point, moi c'est pratique parce que je suis pédiatre et de temps en temps je vais faire des glioblastomes en garde quand même. Comment tu fais pour te dire quand tu es en pérope que tu as enlevé plus de 90% de ton glioblastome? Et est-ce que c'est vraiment un glioblastome ou si c'est un... Parce que tu dis que c'est sur l'IRM post-op, mais du coup tu vas pas retourner mettre de la carmucine une fois que tu as fait ton IRM post-op. Donc comment tu fais pour dire j'en ai enlevé 90%? Alors c'est effectivement là, parmi les recommandations, donc il faut utiliser la technologie appropriée pour optimiser l'étendue de résection, que ce soit l'échographie péropératoire, l'IRM péropératoire pour les centres qui en sont équipés, ils sont effectivement très faibles. En général, l'évaluation de l'étendue de résection, c'était en l'occurrence mon travail de Master 2, il peut être évalué en préopératoire à partir de l'analyse de l'imagerie préopératoire. Il y a des zones, il y a des, comment dire, des glioblastomes, puisqu'on se focus ici sur les glioblastomes, dont l'exérèse elle peut être estimée comme étant supérieure à 90%. Par ailleurs, on parle de 90% de la prise de contraste. La prise de contraste elle est macroscopiquement visible en péropératoire. Notre centre, en l'occurrence, est équipé de fluorescence in situ. Je ne sais pas si vous avez la pratique régulière de cette technologie qui permet d'évaluer et d'optimiser l'étendue de résection. Et en général, on arrive à savoir, mais effectivement, et dans notre centre également, on a des implantations de carmucine pour les exérèses partielles. Et dans ce sous-groupe-là, mais je n'ai pas présenté les résultats ici, parce que l'objectif n'était pas de présenter la survie, c'était de présenter la morbidité. On n'a pas de différence significative sur la survie en cas d'exérèse partielle. Ce pourquoi il faut effectivement se focaliser sur les glioblastomes, donc on sait qu'on peut bénéficier d'une exérèse totale. Mais là encore, il faut optimiser l'étendue de résection et par la technologie appropriée. Mais je reconnais que c'est la limitation, évidemment,
à la pratique chirurgicale. On ne sait pas toujours la quantité de résection que l'on peut faire en péropératoire. Oui. Merci pour la qualité et la rigueur scientifique apportée à cette question, parce que c'était quand même quelque chose qui portait problème et qui montre bien que tirer des conclusions à partir d'une expérience, même autant de nombre de cas qu'il y avait, les gens ont arrêté d'utiliser en masse ce protocole qui peut être intéressant, parce qu'on était sur du rétrospectif, alors qu'il fallait faire du prospectif consécutif, et effectivement, là, c'est tout simple, mais pour autant, ensuite les rumeurs ont enflé, on a arrêté de l'utiliser. Donc déjà, merci pour ça. Je ne vais pas rentrer forcément dans le débat de la capacité d'un centre à gérer l'oncologie, parce que si c'est arrivé au plus de 90% de résection ou pas, je vois mal par rapport au risque que ce soit infectieux ou de fuite de LCR, que ce soit lié à un équipement spécifique, mais la pratique chirurgicale en tant que telle, effectivement. Donc vraiment merci pour ça. Je voulais poser aussi la question aux autres spécialistes, qui vous avez dû avoir probablement, je ne connais pas dans votre spécialité, la mise en place de chimiothérapie in situ, est-ce que ça avait fait aussi ce même débat? Comment vous l'avez vu arriver? Parce que pour nous on l'utilise peu, et pourtant ça semble quand même, sur ce genre de maladie grave, 2 mois sur une liste, pas grand chose, mais pour ces patients ça peut être énorme. Parler de chirurgie hépatique peut-être? La chirurgie hépatique ou la chirurgie péritonéale, la chimiothérapie intrapéritonéale a quand même fait énormément de progrès. On l'a beaucoup développé à l'IGR. Pendant 30 ans, j'ai travaillé là-dessus avec Dominique Elias. Et donc, on avait mis de la chimiothérapie intrapéritonéale avec hyperthermie, après exérèse complète. Alors, le problème, c'est l'exérèse complète aussi. Dans les glioblastomes, moi, ce qui m'a toujours frappé dans la neurochirurgie, c'est qu'il n'y a pas la notion de R0, d'exérèse complète. C'est supérieur à 90%, point à la ligne. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on laisse de la tumeur en place et on met de la chimiothérapie. Alors que si on veut vraiment que la chimiothérapie in situ soit efficace, il faudrait tout resséquer, en principe. Oui, moi je m'occupe aussi de beaucoup de chimiothérapie intrapéritonéale. Il y a même un essai actuellement, parce que la personne dont vous avez parlé, Philippe, c'est la CHIP, de l'hyperthermie. Je ne sais pas si en neurochirurgie on fait de l'hyperthermie, c'est peut-être pas très faisable. On fait effectivement un thermocoagulation équivalent, thermocoagulation n'est pas dans cette indication. Et l'idée est que si tu es en R0, on a quand même en R0, en chimiothérapie de l'ovaire, en cancérologie de l'ovaire, pratiquement 15% de patients qui vont récidiver en dehors, je ne parle pas des problèmes ganglionnaires. Ça veut dire qu'il va rester des dernières cellules, entre guillemets, c'est de façon un peu simpliste. Et si on fait une métaphore avec la leucémie, la force des gars qui ont fait les tumeurs non solides mais les tumeurs liquides, c'est qu'ils ont réussi à détruire les dernières cellules. Et en matière de tumeurs solides, pour le moment, on ne sait toujours pas détruire la dernière cellule. Et donc l'idée de cette chimiothérapie, et pourquoi ça ne marche pas dans l'ovaire, je ne parle pas de la chimie d'une manière générale, parce qu'il y a eu des essais thérapeutiques qui ont été significatifs il y a 20 ans. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est exactement ce que vous avez vu, c'est-à-dire qu'il y a une morbidité et une dualité entre les chirurgiens et les oncologues médicaux. C'est-à-dire que quand vous sortez un malade de salle d'opération, d'une cancérologie, d'une chirurgie de l'ovaire qui est très lourde, vous avez fait des péritonectomies, éventuellement la résection rectale, un peu d'enlever un peu de foie, d'enlever des biblons, les ganglions qui sont à l'air, etc. Vous avez une morbidité quand vous mettez le cathéter qui est importante, et les oncologues médicaux ne savent absolument pas les maîtriser. Ils détestent ça, ils préfèrent mettre une perfusion que de faire de la chimiothérapie intrapéritonéale. Et donc en dehors du fait purement scientifique, et c'est pour ça que je partage cette année sur ce travail il a montré en fait que, en dehors du problème de la survie, etc., qui est pas, je suis d'accord avec toi, pas énorme si tu veux, mais qui remonte quand même, que ça améliore les choses. Et nous on a bloqué, je pense, en matière de chimiothérapie, parce que peut-être on s'est mal organisé. Le privilège que j'avais, moi, c'était dans un hôpital peut-être un peu plus petit, où les oncologues venaient, on pouvait arriver à faire quelque chose, mais c'est très délicat parce que la tâche de la chimiothérapie. Alors, je ne sais pas comment vous êtes en neurochirurgie. Est-ce que la chimiothérapie est complètement confiée aux oncologues médicaux, ou est-ce que vous gardez beaucoup la main sur la chimiothérapie en tant que chirurgien, neurochirurgien? C'est un débat qui existe dans toutes les disciplines concernant la chimiothérapie et la coordination qui dit ça s'arrange peut-être un peu avec la RCP, mais ça reste un débat, je trouve. Tout à fait. Alors, effectivement, pardon, non, c'était juste pour rebondir sur la question que vous me posiez, c'était que la chimiothérapie, le protocole de radiochimiothérapie est réalisé exclusivement par les oncologues radiothérapeutes. Et par contre, effectivement, il y a une interaction du fait que le chirurgien, comme dans votre spécialité, est implanteur de chimiothérapie alors qu'il n'est pas chimiothérapeute. Donc effectivement, il y a des conflits à ce niveau-là, qui participent en l'occurrence
au fait qu'il y a aussi des chirurgiens qui n'implantent plus les agents de carmustine et qui, d'ailleurs, je l'ai préalablement montré, vous le voyez ici, les implants de carmustine peuvent conduire à une exclusion des essais cliniques qui évaluent des nouvelles molécules de chimiothérapie, alors que la radiothérapie, par exemple, n'est pas un critère d'exclusion. Donc il y a véritablement un blocage neuro-oncologique médical, effectivement, sur ces agents aussi, qui participent, entre autres. Oui, ce que je veux dire pour la chirurgie du foie, c'est qu'il y a deux choses qu'on distingue, et c'est ce qu'a étudié aussi beaucoup Philippe Lasserre. C'est d'une part les résections vitalisées curatives, quand le chirurgien a la condition qu'il a tout enlevé, quand il enlève, c'est parce qu'il a la condition qu'il a tout enlevé. Puis il y a les marges de résection, R0 et R1, R2, qui sont voilà, celles qui sont vues au microscope. Et après, donc, effectivement, il y a des attitudes qui sont prises quant à la chimiothérapie, etc. Pour le cerveau, je ne connais pas, mais j'ai l'impression, moi ce concept je trouve très intéressant, parce que ce que je ne sais pas, c'est ce que vous, quand vous enlevez une tumeur, etc., un glioblastome, si vous avez cette notion ou non, quelle est la précision que vous avez dans la notion d'avoir ou non tout enlevé, parce que c'est peut-être pour ça qu'il y a ces 90% qui laissent à penser que dans un certain nombre de cas, vous avez un doute, raison pour laquelle systématiquement vous faites ces implants. Tout à fait. C'est une excellente question parce qu'effectivement c'est la problématique aussi qu'évoquait M. Dorel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une chirurgie où on n'a pas la possibilité, forcément toujours la possibilité de technique d'évaluer la qualité de l'étendue de résection, et on peut être amené à implanter ces agents de carmustine alors qu'on est dans une exercice qui est très partielle et donc on n'a pas d'efficacité, on peut avoir une morbidité accrue. Donc la seule façon, si vous voulez, le problème c'est qu'on est limité par la fonction neurologique également. Donc les prochaines recommandations dans les années à venir, je pense, dans le cadre de l'implantation de carmustine, sera aussi de réaliser, vous avez peut-être déjà entendu parler de mapping cortico-sous-cortical en conditions aînées, c'est-à-dire d'évaluer la fonction en réveillant les patients de l'opératoire. C'est pas souvent facile dans les glioblastomes qui touchent les sujets les plus âgés et on a une altération importante de l'état général. C'est pas facile de pouvoir les réveiller et de les faire participer pour évaluer, si vous voulez, l'étendue de résection, d'aller beaucoup plus loin dans l'étendue de résection. Mais c'est vrai qu'on travaille sur l'esthésie générale en aveugle et donc avec des connaissances anatomiques qui sont très rigides, mais qui ne sont pas datées au cas par cas, patient par patient. C'est beaucoup plus simple pour les gueules de banane. On est obligé de conclure, sauf une question très courte et une réponse très courte, parce que sinon on prend trop de retard. Oui, allez-y. Je suis juste frappé du modèle de diffusion de la carmustine par Lucie Pasteur, alors qu'il y a des cellules qui sont bien au-delà. Est-ce qu'on envisage un mode de diffusion de la carmustine plus efficace avec des micro-aiguilles qui porteraient le produit un petit peu plus loin? Tout à fait, on a justement un collègue ici d'Angers, le professeur Mény à Angers, il dirige une équipe de recherche qui travaille justement sur ça, c'est les thérapies par convection. Donc on introduit un cathéter dans une exercice neurochirurgicale classique de Guillaume d'Augrade, on introduit un cathéter qui est connecté directement au milieu externe avec une infusion. Ils ont essayé d'autres molécules, la carmustine n'augmentait pas de façon significative la survie dans cette technologie-là. Par contre, il y a des nanotechnologies qui sont en cours d'évaluation, et M. Mény nous en a parlé il n'y a pas longtemps, justement, à ce niveau-là. Donc il y a des essais qui sont en cours, mais qui sont pour l'instant des études de phase 0, qui ne sont absolument pas réalisées chez l'homme, sur l'animal, sur la souris. Merci beaucoup.